Chapitre I. Du livre troisième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre troisième, en l'année 1817. Chapitre I. L'année 1817. 1817 est l'année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la 22e de son règne. C'est l'année où M. Bruguière de Sorsum était célèbre. Toutes les boutiques des perruquiers, espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal, étaient badigeonnées d'azur et fleur-de-lysée. C'était le temps candide où le comte Lynch siégeait tous les dimanches comme marguillier au banc d'œuvre de Saint-Germain-des-Prés, en habit de pair de France, avec son cordon rouge et son long nez, et cette majesté de profil particulière à un homme qui a fait une action d'éclat. L'action d'éclat commise par M. Lynch était ceci: avoir, étant maire de Bordeaux, le 12 mars 1814, donné la ville un peu trop tôt à M. le duc d'Angoulême. De là, ça périt. En 1817, la mode engloutissait les petits garçons de 4 à 6 ans sous de vastes casquettes en cuir maroquiné à oreillons, assez ressemblantes à des mitres d'esquimaux. L'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne. Les régiments s'appelaient légions. Au lieu de chiffres, ils portaient les noms des départements. Napoléon était à Sainte-Hélène, et comme l'Angleterre lui refusait du drap vert, il faisait retourner ses vieux habits. En 1817, Pellegrini chantait, Mademoiselle Bigottini dansait. Potier régnait, Audry n'existait pas encore. Madame Saqui succédait à Forioso. Il y avait encore des Prussiens en France. Monsieur Delalot était un personnage. La légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing puis la tête à Pleignier, à Carbonneau et à Tolleron. Le prince de Talleyrand, grand chambellan, et l'abbé Louis, ministre désigné des Finances, se regardaient en riant du rire de deux augures. Tous deux avaient célébré, le 14 juillet 1790, la messe de la Fédération au Champ de Mars. Talleyrand l'avait dite comme évêque, Louis l'avait servi comme diacre. En 1817, dans les contre-allées de ce même Champ de Mars, on apercevait de gros cylindres de bois gisant sous la pluie, pourrissant dans l'herbe, peints en bleu, avec des traces d'aigle et d'abeilles dédorées. C'étaient les colonnes qui, 2 ans auparavant, avaient soutenu l'estrade de l'empereur au Champ de Mai. Elles étaient noircies çà et là de la brûlure du bivouac des Autrichiens, baraqués près du Gros Caillou. 2 ou 3 de ces colonnes avaient disparu dans les feux de ces bivouacs et avaient chauffé les larges mains des Kaiserlich. Le Champ de Mai avait eu cela de remarquable qu'il avait été tenu au mois de juin et au Champ de Mars. En cette année 1817, 2 choses étaient populaires: le Voltaire-Touquet et la tabatière à la Charte. L'émotion parisienne la plus récente était le crime de Dautin, qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs. On commençait à faire au ministère de la Marine une enquête sur cette fatale frégate de la Méduse qui devait couvrir de honte Chaumareix et de gloire Jéricho. Le colonel Selves allait en Égypte pour y devenir Soliman Pacha. Le palais des Thermes, rue de la Harpe, servait de boutique à un tonnelier. On voyait encore sur la plate-forme de la tour octogone de l'hôtel de Cluny la petite logette en planches qui avait servi d'observatoire à Messier, astronome de la marine sous Louis XVI.
La duchesse de Duras lisait à 3 ou 4 amis, dans son boudoir meublé d'X en satin bleu ciel, Ourika inédite. On grattait les N au Louvre. Le pont d'Austerlitz abdiquait et s'intitulait pont du Jardin du Roi, double énigme qui déguisait à la fois le pont d'Austerlitz et le Jardin des Plantes. Louis XVIII, préoccupé, tout en annotant du coin de l'ongle Horace, des héros qui se font empereurs et des sabotiers qui se font dauphins, avait 2 soucis, Napoléon et Mathurin Bruneau. L'Académie française donnait pour sujet de prix le bonheur que procure l'étude. M. Bellart était officiellement éloquent. On voyait germer à son ombre ce futur avocat général de Broë, promis au sarcasme de Paul-Louis Courier. Il y avait un faux Chateaubriand appelé Marchangy, en attendant qu'il y eût un faux Marchangy appelé d'Arlincourt. Claire d'Albe et Malek Adel étaient des chefs-d'œuvre. Madame Cottin était déclarée le premier écrivain de l'époque. L'Institut laissait rayer de sa liste l'académicien Napoléon Bonaparte. Une ordonnance royale érigeait Angoulême en école de marine, car le duc d'Angoulême étant grand amiral, il était évident que la ville d'Angoulême avait de droit toutes les qualités d'un port de mer, sans quoi le principe monarchique eût été entamé. On agitait en conseil des ministres la question de savoir si l'on devait tolérer les vignettes représentant des voltiges qui assaisonnaient les affiches de Franconi et qui attroupaient les polissons des rues. M. Paër, auteur de l'Agnès, bonhomme à la face carrée qui avait une verrue sur la joue, dirigeait les petits concerts intimes de la marquise de Sassenaye, rue de la Ville-l'Évêque. Toutes les jeunes filles chantaient l'ermite de Saint-Avel, paroles d'Edmond Géraud. Le nain jaune se transformait en miroir. Le café Lamblin tenait pour l'empereur contre le café Valois qui tenait pour les Bourbons. On venait de marier à une princesse de Sicile monsieur le duc de Berry, déjà regardé du fond de l'ombre par Louvel. Il y avait 1 an que madame de Staël était morte. Les gardes du corps sifflaient mademoiselle Mars. Les grands journaux étaient tout petits. Le format était restreint, mais la liberté était grande. Le Constitutionnel était constitutionnel. La Minerve appelait Chateaubriand D, Chateaubriand T. Ce T faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain. Dans des journaux vendus, des journalistes prostitués insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Arnaud n'avait plus d'esprit, Carnot n'avait plus de probité. Soult n'avait gagné aucune bataille. Il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie. Personne n'ignore qu'il est assez rare que les lettres adressées par la poste à un exilé lui parviennent, les polices se faisant un religieux devoir de les intercepter. Le fait n'est point nouveau. Descartes banni s'en plaignait. Or, David ayant, dans un journal belge, montré quelque humeur de ne pas recevoir les lettres qu'on lui écrivait, ceci paraissait plaisant aux feuilles royalistes qui bafouaient à cette occasion le proscrit. Dire les régicides ou dire les votants, dire les ennemis ou dire les alliés, dire Napoléon ou dire Buonaparte. Cela séparait 2 hommes plus qu'un abîme. Tous les gens de bon sens convenaient que l'ère des révolutions était à jamais fermée par le roi Louis XVIII, surnommé l'immortel auteur de la charte. Au terre-plein du Pont-Neuf, on sculptait le mot Redivivus sur le piédestal qui attendait la statue de Henri IV. M. Piette ébauchait, rue Thérèse numéro 4, son conciliabule pour consolider la monarchie. Les chefs de la droite disaient dans les conjonctures graves
Il faut écrire à Bakou. Messieurs Canuel, O'Mahony et de Chapdelaine esquissaient, un peu approuvés de monsieur, ce qui devait être plus tard la conspiration du bord de l'eau. L'épingle noire complotait de son côté. De la Verderie s'abouchait avec Trogoff, M. Decazes, esprit dans une certaine mesure libérale, dominait. Chateaubriand, debout tous les matins devant sa fenêtre du numéro 27 de la rue Saint-Dominique, en pantalon à pied et en pantoufles, ses cheveux gris coiffés d'un madras, les yeux fixés sur un miroir, une trousse complète de chirurgiens dentistes ouverte devant lui, se curait les dents, qu'il avait charmantes, tout en dictant des variantes de la monarchie selon la charte, à M. Pilorge, son secrétaire. La critique faisant autorité préférait Lafon à Talma. M. de Falaise signait A. M. Hoffmann signait Z. Charles Nodier écrivait Thérèse Aubert. Le divorce était aboli. Les lycées s'appelaient collèges. Les collégiens, ornés au collet d'une fleur de lys d'or, s'y gourmaient à propos du roi de Rome. La contre-police du château dénonçait à son Altesse royale, Madame, le portrait, partout exposé, de monsieur le duc d'Orléans, lequel avait meilleure mine en uniforme de colonel général des Houzards que monsieur le duc de Berry en uniforme de colonel général des dragons. Grave inconvénient. La ville de Paris faisait redorer à ses frais le dôme des Invalides. Les hommes sérieux se demandaient ce que ferait, dans telle ou telle occasion, monsieur de Trinquelague. Monsieur Clausel de Montal se séparait, sur divers points, de monsieur Clausel de Coussergues. Monsieur de Salaberry n'était pas content. Le comédien Picard, qui était de l'Académie, dont le comédien Molière n'avait pu être, faisait jouer les deux Philibert à l'Odéon, sur le fronton duquel l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement Théâtre de l'impératrice. On prenait parti pour ou contre Cugnet de Montarlot. Fabvier était facétieux. Bavoux était révolutionnaire. Le libraire Pélissier publiait une édition de Voltaire sous ce titre Œuvre de Voltaire de l'Académie française. Cela fait venir les acheteurs, disait cet éditeur naïf. L'opinion générale était que M. Charles Loison serait le génie du siècle. L'envie commençait à le mordre, signe de gloire. Et l'on faisait sur lui ce vers « Même quand Loison vole, on sent qu'il a des pattes ». Le cardinal Fesch, refusant de se démettre, M. de Pin, archevêque d'Amasie, administrait le diocèse de Lyon. La querelle de la vallée de Dappe commençait entre la Suisse et la France par un mémoire du capitaine Dufour, depuis général. Saint-Simon, ignoré, échafaudait son rêve sublime. Il y avait à l'Académie des sciences un Fourier célèbre que la postérité a oublié, et dans je ne sais quel grenier un Fourier obscur dont l'avenir se souviendra. Lord Byron commençait à poindre. Une note d'un poème de 1000 voix l'annonçait à la France en ces termes. Un certain Lord Baron. David d'Angers s'essayait à pétrir le marbre. L'abbé Caron parlait avec éloge, en petit comité de séminaristes, dans le cul-de-sac des feuillantines, d'un prêtre inconnu nommé Félicité Robert, qui a été plus tard Lamennais. Une chose qui fumait et clapotait sur la Seine, avec le bruit d'un chien qui nage, allait et venait sous les fenêtres des Tuileries, du Pont-Royal au pont Louis XV. C'était une mécanique bonne à pas grand-chose, une espèce de joujou, une rêverie d'inventeur songe-creux, une utopie. Un bateau à vapeur. Les Parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence.
Monsieur de Vaublanc, réformateur de l'Institut par coup d'État, ordonnance et Fournay, auteur distingué de plusieurs académiciens, après en avoir fait, ne pouvait parvenir à l'être. Le faubourg Saint-Germain et la Pavillon-Marsan souhaitaient pour préfet de police monsieur Delaveau, à cause de sa dévotion. Dupuytren et Récamier se prenaient de querelle à l'amphithéâtre de l'école de médecine et se menaçaient du poing à propos de la divinité de Jésus-Christ. Cuvier, un œil sur la Genèse et l'autre sur la nature, s'efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. Monsieur François de Neufchâteau, louable cultivateur de la mémoire de Parmentier, faisait 1000 efforts pour que le pomme de terre fût prononcé Parmentière, et n'y réussissait point. L'abbé Grégoire, ancien évêque, ancien conventionnel, ancien sénateur, était passé dans la polémique royaliste à l'état d'infâme Grégoire. Cette locution que nous venons d'employer, passer à l'état de, était dénoncée comme néologisme par monsieur Royer-Collard. On pouvait distinguer encore à sa blancheur, sous la 3e arche du pont d'Iéna, la pierre neuve avec laquelle, 2 ans auparavant, on avait bouché le trou de mine pratiqué par Blücher pour faire sauter le pont. La justice appelait à sa barre un homme qui, en voyant entrer le comte d'Artois à Notre-Dame, avait dit tout haut: « Sapristi, je regrette le temps où je voyais Bonaparte et Talma entrer bras dessus, bras dessous au bal sauvage. » Propos séditieux. 6 mois de prison. Des traîtres se montraient déboutonnés. Des hommes qui avaient passé à l'ennemi la veille d'une bataille ne cachaient rien de la récompense et marchaient impudiquement, en plein soleil, dans le cynisme des richesses et des dignités. Des déserteurs de Ligny et des Quatre-Bras, dans le débraillé de leur turpitude payée, étalaient leur dévouement monarchique tout nu. Oubliant ce qui est écrit en Angleterre sur la muraille intérieure des water-closets publics, « Please adjust your dress before leaving ». Voilà pêle-mêle ce qui surnage confusément de l'année 1817, oubliée aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement. L'infini l'envahirait. Pourtant, ces détails, qu'on appelle à tort petits, il n'y a ni petits faits dans l'humanité, ni petites feuilles dans la végétation, sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. En cette année 1817, 4 jeunes Parisiens firent une bonne farce. Fin du chapitre 1. L'année 1817.